Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'ouvrir cette matinée donc, sur le village Startup de Global Industries avec une nouvelle table ronde donc, organisée par le collectif Startup Industriel France. Donc, table ronde sur la thématique de l'accompagnement, donc avec de très beaux intervenants. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'abord de vous présenter rapidement un peu qui vous êtes, histoire qu'on fasse connaissance, c'est que vous nous disiez un peu en 2 minutes quel est votre produit ou votre solution, avant qu'on commence de débattre de ce vaste sujet ensemble. Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Dulou et je suis le fondateur de la société BatConnect. Et donc chez BatConnect, on conçoit des batteries lithium connectées à destination des engins de manutention, des petits véhicules électriques et des engins aéroportuaires. Et après, on a une vision de circularité pour réutiliser ces batteries, notamment dans le photovoltaïque ou dans d'autres usages de mobilité. Et du coup, on a levé récemment pour pouvoir assembler ces batteries en France, à Toulouse. Et je donne... Bonjour à tous, Grégory Chamel, donc je suis directeur du site de Bosch Marinier. Bosch, on est équipementier automobile de rang 1, on assemble à la base des directions assistées. Puis il y a quelques années, on s'est dit mais comment est-ce qu'on redevient des entrepreneurs? Comment est-ce qu'on peut apporter finalement notre savoir-faire en industrialisation à des startups, à des industriels? Donc on a créé Absolu, qui est une offre de sous-traitance d'assemblage où on va accompagner, comme j'ai dit, des startups industrielles de l'industrialisation, le sourcing et l'assemblage de leurs produits. Bonjour, Rémi Waïda, je suis fondateur du French POC. Donc le French POC, comme son nom l'indique, on fait des POC et donc on accompagne des porteurs de projets d'innovation industrielle et on les accompagne pour réaliser leurs prototypes et dérisquer leurs projets d'innovation. Concrètement, on a des ingénieurs en mécanique, électronique, système embarqué et on va, comme une équipe délocalisée, dérisquer le projet en concrétisant la solution et en la prototypant. Bonjour à tous, Alexis Richard, je suis le fondateur de Monvel. On fait, je ne sais pas s'il y a une photo derrière, vous pourrez aller le voir sur le stand de Bosch si ça vous intéresse. On fait le plus beau barbecue du monde. On a réinventé le luxe dans ce secteur. Ce produit que vous connaissez tous, je pense que personne, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas ça. Et donc on a, là où dans la cuisine, il y a une offre pléthorique sur le luxe dans plein de segments différents. Sur le barbecue, c'est quelque chose qui était absent. Et donc on a revisité ça un petit peu comme un piano de cuisson. Voilà, c'est un produit écologique, magnifique, avec une qualité de fabrication et de conception unique. Et il est assemblé chez Grégory, chez Absolu, en Haute-Savoie. Merci. Bonjour à tous, moi je m'appelle Marius Collomb, je pense que je suis le plus jeune de tous les intervenants et je suis l'un des 3 cofondateurs de The Phone. The Phone, c'est un téléphone portable non connecté et non addictif à destination des enfants pour les éloigner des méandres de la surconnexion. Bah, merci à tous pour cette présentation, en tout cas très brève. Donc merci pour le respect du timing. Ce que je voulais d'abord vous partager, c'est un peu définir le sujet. Donc là, on va effectivement échanger sur le sujet de l'accompagnement, ce qui renvoie à la stratégie d'industrialisation et le choix entre la délégation à un tiers des capacités de production ou effectivement l'internalisation. Et c'est effectivement ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui avec un panel, vous le voyez, d'intervenants avec des profils très différents. Et on va voir effectivement et se poser la question ensemble si effectivement le fait qu'il y ait une différence de profil a un impact aussi sur les critères de choix en termes d'accompagnement. Définir aussi le champ, c'est-à-dire qu'on en a discuté notamment Grégory lorsqu'on a échangé un peu en amont en disant est-ce qu'on ne parle que d'amorçage? Donc moi ce que je voulais vous proposer c'est d'avoir une conception un peu extensive du sujet et de se dire que voilà, on va parler d'accompagnement du stade du tout démarrage jusqu'à la pré-industrialisation et l'industrialisation des premières séries, si vous en êtes d'accord, voilà, qu'on aille un peu plus loin. Vous avez le droit d'être pas d'accord. Et voilà, donc un échange qu'on se propose d'avoir en plusieurs séquences. D'abord, la question de se faire accompagner, oui, non, pourquoi, quand et comment. Ensuite, la question du choix.
quels critères de choix? Comment est-ce qu'on choisit, si on décide d'être accompagné, la structure qui va nous accompagner et à quel stade? La question des clés de succès d'un accompagnement réussi. Et enfin, une petite séquence inspiration avec un peu vos conseils et puis un peu ce qui a bien fonctionné, que vous nous partagiez un peu des choses que vous avez vécues par rapport à tout ça. Donc moi, j'avais une première question, alors plutôt peut-être à Marius et Alexis, mais après je vous laisse répondre en ping-pong entre vous. Qu'auriez-vous envie de dire à un dirigeant ou à une dirigeante qui ne souhaiterait pas se faire accompagner dans son projet industriel? Déjà, lui poser la question de savoir si il est ou elle est ingénieur et si elle a ou pas les capacités de le faire elle-même. C'est quand même la première question qu'on se pose quand on a un projet qui implique de l'industrialisation, c'est est-ce qu'on peut le faire soi-même ou pas? Nous, la réponse était assez simple, puisque moi j'ai fait du droit, mon associé a fait une école de commerce, et le troisième à 16 ans, donc la question ne se posait pas, et heureusement que Rémi était là. Je pense que chaque projet a des caractéristiques un petit peu différentes, que ce soit les fondateurs ou le niveau de technicité de votre projet et aussi les caractéristiques de la boîte. Donc je ne peux pas parler pour toutes les instances, mais en tout cas, nous, les particularités de notre projet, c'est que la première, on était très bien financé. Deuxièmement, on voulait aller très vite. Et troisièmement, on a un produit qui est très complexe, avec de très nombreuses technos de fabrication, une conception aussi assez difficile avec des normes de sécurité incendie, du logiciel, enfin voilà, quasiment tous les métiers qui existent dans ce secteur-là sont dans le projet. Et donc, pour assembler une équipe pluridisciplinaire à même de développer un projet comme ça, si vous partez de zéro et que vous recrutez tout le monde, vous en avez pour 1 an et demi, quoi. Donc on n'avait pas 1 an et demi à perdre à assembler les Avengers. Et donc on a choisi de travailler avec des pros. Alors, moi je suis ingénieur, mais j'ai pas 50 casquettes pour faire tous ces trucs-là. Et donc voilà, donc on a choisi tout de suite de travailler avec des partenaires externes sur tous les sujets techniques. Alors évidemment avec un fort suivi de ma part, mais conception, industrialisation. Et aujourd'hui on a une vingtaine de partenaires industriels qui fabriquent différentes parties du produit et qui sont assemblés à la fin chez Bosch avec Grégory. Voilà. Donc je dirais qu'il faut bien analyser son projet avant de décider le choix de l'accompagnement en fonction de tous ces critères. Oui, je vais rajouter quelque chose. Souvent, les porteurs de projet, ils ont une compétence métier de ce pourquoi ils veulent faire un produit, donc le téléphone, le barbecue. Et en fait, avoir une compétence métier, c'est pas avoir une compétence produit industriel. C'est complètement différent. On est dans des projets complexes avec des multi-physique, méca, électronique, système embarqué, data, et j'en passe. Et donc, c'est important que le porteur de projet se concentre sur son projet métier et qu'il se fasse accompagner par des experts produits, parce que nous, on a accompagné plus de 100 projets ces 5 dernières années. Donc, en fait, on a une expertise produit industriel et interaction systémique entre tous les besoins physiques qui vont avoir lieu. Je complète ou tu as une autre question? Du coup, alors, est-ce que Grégory et Alexis, vous avez peut-être des choses à ajouter sur ce point-là? Moi, la question que j'avais envie aussi de vous poser, c'est à quel stade de son projet industriel, pour vous, est-il le plus pertinent de se faire accompagner? À partir de quand, en fait? À partir de quand, voilà, et à partir de quand cet accompagnement doit-il, peut-il, s'arrête-t-il? S'il s'arrête? Alors, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle dans le timing, parce qu'à tout moment, on doit et on peut se faire accompagner. Après, Marius et Alexis l'ont fait intelligemment, et ça avait l'air évident pour eux dans leur réponse qu'il fallait être accompagné. Pour accompagner comme un certain nombre de startups, c'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de startups qui se disent on va le faire. Donc il n'y a pas vraiment un moment où il faut se dire à partir de tel moment c'est indispensable d'être accompagné. C'est ce que Marius disait, ça dépend des compétences qu'il y a dans l'équipe. Donc si dans l'équipe vous avez un gars, ça fait 15 ans qu'il fait de l'industrialisation, bon, est-ce qu'il y a besoin d'être accompagné? Plus ou moins. Donc ce qui est important, c'est à chaque phase de se poser la question, de se dire est-ce que dans la phase qui vient, est-ce que j'ai les bonnes compétences dans l'équipe? Qu'est-ce que je vais gagner à me faire accompagner? Et surtout, qu'est-ce que je vais perdre
si je ne me fais pas accompagner. Donc, pour répondre, il n'y a pas un timing précis, mais c'est identifier ces phases et à chaque phase se poser ces questions-là. Oui, effectivement, je suis totalement d'accord. Et surtout, on peut avoir... donc nous, on avait discuté aussi avec votre équipe à un moment. Et on va avoir aussi des phases dans la maturité en fait, de la start-up où on n'aura pas les mêmes personnes qui nous accompagnent pour faire un POC, par exemple, que pour une fois qu'on démarre en fait, à faire soit des pré-séries ou des séries. Et donc, je pense qu'on a des accompagnateurs. Peut-être que je me décale un peu, non ? Et donc, on va avoir effectivement des accompagnateurs qui vont être, je pense, de typologies différentes et qui vont nous aider aussi à gagner soit sur les coûts de la BOM ou sur les coûts de la phase industrialisation. En fait, on ne va pas chercher les mêmes personnes à chaque phase du développement de la startup. Ce qui est important aussi, c'est on le voit des fois, hein, des nouvelles sociétés qui viennent de se créer, des nouvelles startups. Et nous, dans l'industrie, on met 10 ans, 15 ans à développer les gens, à les former, à développer les process. Donc c'est tout à fait normal qu'au bout de 6 mois, 18 mois, 24 mois, une startup, elle ne puisse pas tout gérer. Donc ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse, au contraire, c'est de se dire, ok, là-dessus, là j'ai un bon process, là, sourcing, on n'est pas très bon, donc on se fait aider. Et pour ajouter quelque chose par rapport à ça, à quel moment on peut se faire accompagner, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a, si on caricature, il y a 2 phases dans un projet d'innovation industrielle. Il y a une première étape où l'objectif, c'est de se dire je dois dérisquer mon projet. Mon projet est risqué. Est-ce que j'ai des clients? Est-ce que j'ai validé l'usage? Est-ce que j'ai des briques techniques à forte incertitude? C'est dérisquer. Et il y a une deuxième phase où l'objectif, c'est d'accélérer. Donc il faut vraiment évaluer à quelle étape on en est. Est-ce que j'ai dérisqué mon projet? Est-ce qu'il n'est pas encore dérisqué? Le prototype est vraiment la clé pour dérisquer ces projets. Hein. Donc se faire accompagner là-dedans, c'est rapidement avoir des prototypes, rapidement expérimenter le terrain. Et quand on est dans une phase d'accélération, comme on le disait, hein, ça met 15 ans à mettre une ligne et d'avoir de l'expérience et tout ça. Donc soit vous le faites par vous-même, soit vous vous faites accompagner et vous accélérez cette phase-là. Et du coup, ça me fait écho à un échange qu'on a eu, Rémi, et quelque chose qui m'a marqué quand on a discuté ensemble. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette affirmation, se faire accompagner, c'est-à-dire externaliser ses pertes de contrôle. Parce que je sais que tu m'en as parlé. Et à l'inverse, internaliser, c'est rassurer, garder notre valeur, la propriété intellectuelle. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait écho, ces affirmations-là, qu'on peut entendre voilà, dans... Alors, c'est intéressant comme phrase, justement, et je suis plutôt d'avis contraire à ça, et je vais l'expliquer. Moi, ça fait 10 ans que j'accompagne des porteurs de projets. Et souvent, on entend internaliser, c'est garder la compétence, et c'est garder le contrôle de son idée. Et moi, je suis complètement d'avis inverse, parce que, en fait, garder le contrôle, c'est plutôt externaliser. Pourquoi? Parce que quand vous allez externaliser, vous allez imposer des conditions à vos sous-traitants qui vont devoir s'engager sur des budgets, sur des délais, sur des compétences qu'ils ont eux internes et qui sont leur expérience depuis des années et des années. Internaliser, ça veut dire prendre le risque de recruter les bonnes personnes, et donc c'est-à-dire d'avoir une compétence de RH, ce qui est rarement le cas quand on veut faire un projet d'innovation industrielle. On n'a pas fait des études de RH, c'est-à-dire exceller dans le management de ces équipes pour cadencer. Et tout mois de retard est un mois où on va payer tous ses salariés. Et en fait, les délais ne sont plus contrôlés et le livrable n'est plus contrôlé. Et donc, en fait, dans ces étapes-là, externaliser, alors avec les bons, ça c'est sûr, mais faites travailler des devis, faites évaluer des prestataires différents, en tout cas externaliser, c'est contrôlé puisque les gens vont s'engager là-dessus et vous gardez le cap et le rythme de votre projet. Oui, pour rebondir sur ce que dit Rémi, donc totalement d'accord avec le. D'ailleurs, on a fait ce choix-là, nous, dès le début. Je dirais quand même que sur des projets un petit peu complexes, même si vous externalisez, vous avez quand même une certaine incertitude. Et ça peut arriver que
même avec des gens très bons, qui savent bien ce qu'ils font, qui ont déjà fait des projets et tout, bah juste c'est dur quoi, de créer un nouveau projet, un nouveau produit de zéro. Et donc vous pouvez avoir des délais, vous pouvez avoir du retard, des fournisseurs qui vous disent bah, finalement j'arrive pas à le faire. Voilà, donc il faut quand même être bien accroché quand on se lance dans un projet comme ça. Voilà. Et un autre point moi, qui me semble important là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de deux points. Donc, le premier, c'est que toujours on revient à l'équipe fondatrice. Il y a souvent des projets industriels où l'équipe fondatrice, c'est vraiment leur plaisir, parce que ce qu'ils aiment faire, c'est justement d'inventer le produit. Et donc eux, ils cherchent plus, c'est le côté un peu CEO ou business qui va un petit peu leur manquer, là où à l'inverse, vous avez des entrepreneurs qui vraiment créent une entreprise, et après la partie développement, c'est un des aspects, mais c'est pas forcément le truc même s'ils aiment ça, hein, mais c'est pas forcément ils n'ont pas besoin de construire autour de ça. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en France, on a quand même tout un écosystème d'aide aux entreprises, notamment dans l'industrie, qui est basé sur les CDI et sur l'emploi globalement. Et donc en fait, quand vous faites le choix, alors il y a des trucs dans le CIR et tout ça, mais globalement, vous êtes quand même moins bien vu. Je parle malheureusement d'expérience. Vous êtes moins bien vu par un peu tout le monde quand vous n'avez pas plein de gars chez vous. Voilà. Donc c'est des choix que moi, quand je les ai faits, je n'avais pas idée de ça. Mais voilà, c'est quelque chose à garder en tête. Du coup, je me permets de rebondir. Ce que tu nous dis, c'est que potentiellement, notamment les fonds et autres, pourraient voir ça d'un œil assez... Alors, les fonds, non, parce que les investisseurs privés, ils récompensent les bons choix, même quand ce n'est pas les plus faciles. Là où un certain nombre d'organismes publics, ils ont des grilles de lecture qui ne sont pas le ROI sur leur investissement. Donc, ils ont moins cette agilité. Il faut rentrer un peu dans les cases du truc. Et donc, c'est vrai que la plupart c'est assez connu, hein, mais disons la subvention publique en France, elle subventionne pas mal l'emploi, plus que la création de valeur ou le développement d'entreprises, quoi. Et donc voilà, donc c'est quelque chose c'est plus pour pas les citer, mais la BPI et un certain nombre des bourses, il y a pas mal de jeunes boîtes qui se financent avec ces trucs là. Voilà, c'est surtout basé sur un peu l'équipe de rêve, c'est les quelques chercheurs qui font leur truc, qui vont aller récupérer quelques subventions à droite à gauche avant après de décoller après une plus grosse levée de fonds, quoi. Voilà. Oui, alors moi je voulais juste mettre en comparaison nos deux projets, parce que c'est vrai que je pense que chez Mondevel, vous avez quelque chose de très 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 technique. Nous, chez Zophone, en réalité, on recrée un Nokia 3310, donc le défi technique, il n'est pas non plus extraordinaire, on va dire. On faisait déjà ça il y a 20 ans. Je pense qu'il faut savoir où sont ces combats. Donc le vrai combat, ça va être sur la communication qu'on fait autour du projet, sur le lobbying d'influence qu'on va faire autour des pouvoirs publics pour faire changer les choses là-dessus. Mais quand on a conçu ce projet avec mes deux associés, on s'est tout de suite dit que 80% du projet était lobbying et influence et 20% technique, 20% qu'on a remis dans les mains de gens qui savent faire en fait. Du coup, Jérémy, ça me fait aussi écho à quelque chose que tu m'as partagé et que tu étais un peu le seul à me partager dans les échanges qu'on a eus et qui m'a aussi assez interpellée, le fait que tu m'as dit, moi j'ai eu un grand intérêt en amont à participer à tout un tas d'incubateurs, d'accélérateurs. Tu m'as parlé de Renault de mémoire, tu m'as parlé d'accélérateurs du collectif Startup Industriel. Donc voilà, on est très très fiers de voir que ça t'a permis aussi de focuser sur ton projet. Tu m'as dit que pour moi, ça m'a permis vraiment de prendre de la hauteur et d'avoir plus de billes après pour aussi aller choisir derrière faire des choix stratégiques et puis choisir peut-être un ou des partenaires de façon plus pointue que si je m'étais lancé direct. Oui, en fait, il y avait plusieurs sujets. Le premier, c'était comment est-ce qu'on allait financer un partenaire qui allait pouvoir prendre en compte en fait, à la fois la phase de POC et la phase d'industrialisation.
Et donc au début on était sur un modèle où on n'allait pas forcément lever de l'argent. Ensuite on est passé sur un modèle où on allait lever. Et donc une fois qu'on est sur un modèle où on va lever, là on a un peu plus de choix dans les partenaires qu'on peut avoir industriels. Et du coup ce qui est intéressant c'est d'avoir toute une phase amont avec des accélérateurs, des incubateurs, pour pouvoir déjà demander à nos pairs qui sont les bons partenaires justement pour industrialiser le produit, et aussi voir pas mal de freelances qui travaillent en fait sur ces sujets d'industrialisation et qui peuvent être en phase amont d'un partenaire comme Absolu par exemple. Du coup, Grégory, pour passer à la séquence suivante, une petite question pour toi, plus sur la partie effectivement choix, parce que le choix, il est des deux côtés. Voilà, on choisit à la fois quand on est un jeune entrepreneur innovant, on choisit avec qui on va travailler, mais je suppute aussi que le partenaire va choisir aussi avec qui il a envie de travailler. Et la question que j'avais, c'est est-ce qu'à un moment donné, il vous est déjà arrivé de refuser en fait d'accompagner certains projets industriels, et si c'est le cas, oui, pourquoi, et si c'est non, pourquoi aussi en fait. Voilà. Alors oui, c'est déjà arrivé. En fait, on a un processus de go-no-go. Il y a un moment donné où les commerciaux discutent avec les prospects. Et à un moment donné, on se dit, est-ce qu'on y va? Y compris dans la phase de chiffrage. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire perdre du temps à la start-up ou à nos commerciaux si dès le début, on dit on n'y va pas. Donc on a un processus où on dit, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Les raisons pour ne pas y aller, soit parce que ce qu'on offre ne correspond pas aux besoins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été bien dit, on n'accompagnera pas les mêmes personnes. On sera plutôt au même moment. Voilà, merci. On sera plutôt complémentaires. Donc c'est ça qui est important. Il y a tout un tissu et on va accompagner à des moments différents. Donc première raison, c'est le timing. Deuxième raison, c'est si ça ne nous correspond pas du tout. C'est OK, le produit, il y a très peu de valeur ajoutée, très peu de quantité. Ça ne nous correspond pas, on ne sera pas compétitif sur un produit comme ça. Deuxième raison. Et après, si le financement nous paraît très léger. Au démarrage, on a moins regardé, parce que nous aussi on a appris, on a lancé Absolu il y a 2 ans et demi, 3 ans, donc on a pas mal pris là-dessus, avec des fois dans la douleur, et maintenant on est vigilant à ça. Donc on va jusqu'à poser la question, ok, comment vous financez, comment vous êtes financé, au-delà des conditions de paiement et tout ça, mais pour se dire, est-ce que ce projet-là, il est solide et il est viable dans sa structure. Donc ça, c'est des raisons qui peuvent faire qu'on dit non. Merci du coup pour ce partage. Est-ce que peut-être Rémi, de ton côté, en tant que Alors, structure d'accompagnement, alors pas tout à fait au même stade et sur les mêmes contenus, mais tu as un écho par rapport à ça aussi? Alors nous, on est plus en phase amont. En fait, on peut être totalement amené à faire les mêmes partenaires, enfin à travailler avec les mêmes personnes. C'est juste qu'elles ont un niveau de maturité qui est différent. On ne fait pas de l'industrialisation. Nous, on va faire jusqu'à la première version industrialisable, mais juste et donc, forcément, notre champ d'action est plus large parce que nous, on accepte de l'idée qui peut même être financée par des financements d'antécréation pour faire un petit peu d'études de faisabilité. Voilà. Après, effectivement, nous, l'objectif, c'est de faire équipe avec le porteur de projet durant le temps. Donc, on va être son équipe de R&D. Donc, on gagne ensemble. Et c'est pour ça qu'on fait pareil des jalons on va t'amener jusqu'au proto, trouve des premiers clients. As-tu trouvé des premiers clients? Et en fait, c'est rarement nous qui allons dire si le projet est bon ou pas bon, déjà parce qu'on n'a pas de boule de cristal et qu'on n'est pas omniscient. Par contre, on va dire, il faut que le terrain t'apporte les informations d'arrêter ou de stopper. Et c'est pas j'y crois ou on y croit. Non, c'est très factuel. Expérimente, teste. Et donc, ce qui arrête un projet, c'est souvent la donnée du terrain de j'ai testé, je suis allé voir des premiers clients. Les gens, parce qu'à passer aussi une différence, il ne faut pas trouver des gens intéressés par son projet. Tout le monde est intéressé par les projets. Il faut trouver des gens qui achètent son produit. Ça, c'est une grosse nuance. Donc voilà, si j'ai trouvé, par exemple, on avait un porteur de projet dans le nucléaire, 5 ans d'acquisition dans le nucléaire, des temps trop longs, le projet s'arrêtait. Arrêter un projet d'innovation, c'est une très bonne nouvelle quand c'est pour des bonnes raisons. Donc voilà les critères un petit peu de sélection qui viennent plus du terrain.
Et du coup, oui, même question pour vous trois. Enfin, j'ai entendu aussi que tu m'avais partagé. L'idée, c'est de trouver un partenaire qui gagne avec vous. Enfin, je crois que c'est un peu des choses que vous m'avez un peu tous partagées. Donc, j'avais envie de vous entendre aussi sur ces éléments-là. Et la question, c'est chacun d'entre vous, comment vous avez fait en fait pour choisir le bon partenaire, votre partenaire? Est-ce qu'il y a un Tinder des structures d'accompagnement? Comment vous avez fait? Et puis, et quel est le rôle de l'intuition aussi? Voilà. C'est ça. Le mariage sera... non. Alors déjà, je ne peux que être d'accord avec Rémi sur le on est ensemble. C'est pas parce que vous entre guillemets externalisez une partie des compétences d'ingénierie, d'industrialisation dont vous avez besoin pour votre projet que vous n'êtes pas ultra intégrés ensemble, quoi. Nous vraiment, d'ailleurs, je pense que c'est un des gros facteurs clés de succès pour Monvel, c'est qu'on a réussi à avoir une relation très forte avec nos partenaires, avec Bosch, mais avec tous les autres. Et donc, voilà, tout le monde à la fois vibre pour le projet, tout le monde a envie que ça réussisse. Et donc, on est tous ensemble. Et honnêtement, il y a souvent des difficultés dans les projets industriels. Et donc, si vous commencez à vous tirer la bourre avec vous pas être dans une très bonne relation avec vos partenaires, à la moindre difficulté, ça peut un peu exploser, quoi. Donc c'est important d'être vraiment proche, en confiance avec les uns et les autres, d'où l'importance du choix. Et donc nous, alors on a eu beaucoup de chance dans plein de choses, mais notamment moi je connaissais rien, je bossais dans l'IA et dans la cyber avant de créer ce projet, donc je suis ingénieur, mais j'étais un faux ingénieur, quoi. Je connaissais rien à l'industrie. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se renseigne un peu, quoi. Donc, on regarde les gens qu'on connaît, qui sont dans ce secteur, qui connaissent un petit peu. Et j'ai trouvé comme ça, dans mon réseau, notre designer industriel et notre principal partenaire sur la partie ingénierie via un camarade ingénieur qui travaillait là-bas. Et une bonne boîte d'ingénierie, c'est une boîte avec des bons ingénieurs, et les bons ingénieurs, ils sont heureux quand ils sont entourés d'autres bons ingénieurs. Donc quand vous avez un ingénieur qui est très content là où il est, c'est très bon signe. Et donc nous, c'est comme ça qu'on a choisi notre partenaire là-dessus. Et après, sur les usines, les partenaires vraiment plus industriels, nous, il a beaucoup été question pardon pour le terme anglais, mais de scalabilité. Ça, nous, on a un projet très ambitieux, et donc on voulait des partenaires dès le début qui puissent nous accompagner à grande échelle, à l'international, etc. Et donc on a choisi, alors c'est un petit peu plus difficile au début parce que vous devez sizer votre outil de production à plus que ce que vous avez besoin tout de suite, mais ça vous permet de choisir tout de suite des partenaires. Bref, c'est un truc, on ne peut pas changer tous les 6 mois, quoi. Donc il faut voir un petit peu à horizon 3, 4, 5 ans en fonction de la trajectoire que vous voulez avoir. Tout ces trucs-là se préparent. Un outillage, ça met plusieurs mois à être fabriqué. Des lancements de production, c'est 6 mois. Enfin, ça n'a rien à voir avec le logiciel. Il faut vraiment voir loin. Et c'est une des difficultés, hein, de ce type de projet. Mais c'est important de savoir un peu où on va à 5-10 ans. Sinon, vous ne pouvez pas faire les bons choix tout de suite, quoi. Alors moi, quand je vous écoute, je me dis que vous avez beaucoup plus réfléchi que nous avant de choisir, parce que nous, on n'y connaissait absolument rien. On a commencé par aller voir des grosses usines qui, pensait-on, pouvaient nous accompagner dès le début du projet. Dans notre esprit, on se disait qu'on allait pouvoir sortir un téléphone dans les 2 mois qui suivaient. On était un petit peu ambitieux. On a commencé par descendre d'un étage avec une usine qui faisait des plus petites séries, qui nous a elle-même dit non, mais c'est pas nous qu'il faut aller voir. Et on nous a conseillé d'aller voir le French POC. Et là a commencé une phase qui a quand même duré bien 6-9 mois avant d'avoir des premiers prototypes déjà de visu. Puis après, de se diriger vers d'autres boîtes qui étaient capables de faire le développement software et puis la grosse industrialisation du projet. Mais je vois que vous avez beaucoup plus pris votre temps que nous, en tout cas. C'est intéressant de voir ça. Merci. Oui, mais en fait, le chemin était très itératif. Donc, comme tu l'as dit, nous, on s'est pas mal fait accompagner par des incubateurs, ce qui nous a permis aussi de demander à des pairs, en fait, par qui ils étaient aidés. Et donc, au début, on a été plutôt sur un système régional avec des acteurs en Occitanie qui pouvaient nous apporter ce qu'on avait besoin. Et après, effectivement, une fois qu'on commence à être
à l'international et qu'on commence à avoir des volumes qui vont être beaucoup plus importants, mais c'est plus forcément les mêmes acteurs qui peuvent nous accompagner. Et donc nous, c'est ce qui nous a amené à choisir justement Renault, Aflin pour l'industrialisation des batteries. Merci à toi. Du coup, pour continuer sur nos séquences, Grégory et du coup aussi peut-être Rémi, sur la question des bénéfices et des difficultés. Ma question, c'était quelles sont un peu les plus grandes difficultés à votre sens qui peuvent être rencontrées à chaque étape du développement d'un projet industriel innovant, que ce soit effectivement d'étape amont, enfin les étapes sur lesquelles vous intervenez, jusqu'au passage à l'échelle. Je dirais, il y en a beaucoup. Alors, la première que nous on rencontre, donc nous, nos clients sont déjà des gens qu'on fait des prototypes, voire qu'on fait des pré-séries, et qui arrivent et qui disent, bon, maintenant, on en a fait 10, l'année prochaine, on en fait 2000. Premier problème, c'est que pour passer, et on dit, ok, mais votre produit, il est designé, oui, il est prêt, là. Et bon, et quand on met le nez dedans, il est designé ou dessiné pour en faire 10, mais il n'est pas dessiné pour en faire 1000 ou 2000. C'est un premier problème. Donc il y a toute une phase qui souvent est pas forcément comprise, que il faut repasser les choses sur la planche à dessin. On n'utilise plus de planche, mais il faut repasser les choses en dessin, il faut refaire des analyses de risque, se poser les bonnes questions. Et ce produit-là, ok, j'en ai fait 10, demain j'en assemble 1000, comment je fais pour que les 1000 soient bons du premier coup, pour qu'il n'y ait pas des retouches à la lime à faire, pour que tout marche. Ça, première difficulté. Et c'est pas toujours compris. Deuxième difficulté, c'est en général, on veut en faire 1000 l'année prochaine, sauf que l'année d'après, on n'en fera pas 1000, on en fera 200 ou 10. Ça dépend de. Donc il y a cette planification des volumes, et c'est ça la difficulté, c'est d'être réaliste, parce que forcément, start-up qui vient nous voir, qui dit je vais en faire 100 l'année prochaine, elle se dit mais là ça ne va pas les intéresser, et puis ils vont mettre des coûts hyper élevés. Sauf que nous, on préfère, dans cette logique de partenariat, d'avoir tout de suite les bonnes informations. Quitte à avoir plusieurs scénarios, ce qui permet de dimensionner les moyens de production en fonction de ça. Ça, c'est le deuxième risque, c'est la problématique de volume. Troisième, c'est financement, mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Et le quatrième, c'est le sourcing. C'est-à-dire que nous, on voit arriver des bill of material où le fournisseur, c'est AliExpress. Et ça, c'est plus possible. Donc le passage de j'ai acheté 10 pièces à j'en achète 1000, là, c'est un vrai coût, c'est un vrai développement fournisseur. Il faut accompagner ses fournisseurs, il faut y passer du temps. Là, il y a un vrai investissement, et là, il y a souvent des ratés. C'est un vrai point d'attention, et sur beaucoup de projets, on se rend compte que c'est un problème. Tout à fait d'accord sur tout ce qui a été dit. Je vais ajouter du coup des choses plutôt sur la partie amont. En fait, le mythe du start-upper qui a une idée, qui va travailler son idée, qui va faire un bon business model et qui va aller sur le marché et qui va faire un gros effet, ça c'est un mythe. C'est-à-dire que alors les gens disent oui, mais des fois il y a des exceptions qui confirment la règle. Oui, c'est des exceptions, c'est exceptionnel. C'est pas du tout le cas de tout le monde. Donc ça veut dire qu'en fait, en réalité, le problématique, c'est que si on rentre dans un monde industriel très rigide, très lent, je comprends aussi que ça décourage. Donc en fait, la clé, elle est dans l'hybridation des deux. Comment je fais une feuille de route long terme, et elle doit être long terme. C'est-à-dire qu'on doit savoir déjà comment on va le produire et tout ça. On doit avoir une feuille de route qui n'est pas les 6 prochains mois. C'est une feuille de route sur les 3 prochaines années. On doit l'avoir. Après, quand on va faire un prototype, on doit se dire, est-ce que j'embarque tout de suite le coût et l'ingénierie pour ce proto, ou est-ce que je prends un raccourci? Et en fait, il faut être conscient de ça. Nous, au French POC, parfois, on prend des raccourcis. Et on dit aux gens, attention, vous avez une dette technique. Il faudra la payer, cette dette technique, un jour ou l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'on a pris un raccourci, c'est un raccourci. Mais ça nous permet aussi d'aller trouver des clients, ça nous permet de se mettre... Et donc, c'est comme ça qu'on hybride. On va un peu plus vite, mais il faudra un jour ou l'autre payer la dette technique. Et donc, effectivement, il faut être bien conscient de ça, que quand après, si on a fait des protos sur AliExpress parce que c'était moins cher, qu'on a fait de l'impression 3D parce que c'était moins cher, on a emmagasiné une dette technique.
Et au moment de son industrialisation, cette dette technique, il faudra la payer. Donc le tout, c'est de se dire où est-ce que je viens mettre mon curseur entre je commence à capitaliser sur des choses, parce qu'on aimerait bien faire des conceptions pour 1000 exemplaires, mais un moule, c'est 50 000 euros. Donc en fait, c'est aussi associé à son coût et à sa cohérence de son projet. Qu'est-ce que je mets sur la table? À quel point il est risqué? C'est pour ça que je vous disais au début, un projet, il est d'abord, 1, à dérisquer, et 2, à accélérer. Et effectivement, l'accompagnement long terme, c'est pour ça qu'au French POC, on aime bien savoir aussi avec qui les porteurs de projets seront accompagnés par la suite. Parce qu'on peut intégrer des règles de conception dès le début, de courbure pour démouler, pour ce genre de choses, de règles de conception pour ne pas avoir des composants électroniques obsolètes, ce genre de choses. Mais encore une fois, ça a un coût. Donc, est-ce qu'on le fait tout de suite, est-ce qu'on ne le fait pas tout de suite? Viser loin et agir de manière itérative. Du coup, la question suivante, on a parlé des difficultés. En tout cas, je vous remercie d'avoir partagé. Enfin, moi, j'ai été très étonnée d'entendre le AliExpress, en fait. Enfin, pour le coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une blague. Mais non. Et à l'inverse, la question que j'avais envie de vous poser tous les trois, Alexis, Jérémy et Marius, c'est quel bénéfice, alors ça peut être au pluriel, pour vous a été le plus marquant, le plus important, en fait, dans votre accompagnement? Et si vous en deviez en citer un, le plus marquant. Voilà. Pour nous, clairement, c'est le temps. Je dirais le temps et la robustesse. Quand vous avez vos équipes d'ingénieurs en interne, donc déjà, je ne reviens pas dessus, j'en ai déjà parlé, mais c'est très long à mettre en place. Et je ne sais plus qui l'a dit, mais ça demande beaucoup de travail. Vous avez plein de choses à faire dans une start-up industrielle. Et donc, si vous passez les 3/4 de votre temps à s'assurer que vos 10-15 ingénieurs, qui en général sont un peu des divas, sont contents, ont ce qu'il leur faut, etc., ça vous laisse quand même beaucoup moins de temps pour le reste. Et le deuxième chose, c'est la robustesse. C'est que quand vous avez une petite équipe comme ça, si jamais vous en avez un ou une qui tombe malade, qui décide d'aller faire autre chose, qui machin, sur des métiers en tension, vous pouvez vite vous prendre 6 mois en poste avec personne qui le fait. Nous, on a eu, par exemple, un des chefs de projet hyper important sur un projet comme ça. Dans notre cas, un job dur, quoi, stressant, intense et tout. Et donc, il y en a un qui a, au bout de 8 mois, qui a voulu aller faire autre chose. Bon, quand c'est chez vous, bon courage pour aller faire la transition, recruter quelqu'un et tout. Donc, passer par l'externe, ça vous donne une certaine garantie, disons, sur le fait que vous allez avoir pendant toute la durée dont vous avez besoin, l'équipe dont vous avez besoin, quitte à faire des ajustements de roster, quoi, en fonction des besoins. Voilà. Moi, je dirais que c'est le réalisme. Parce que parfois, on arrive avec des grands idéaux sur des domaines qu'on ne connaît pas du tout. Et on est vite rattrapé par nos propres limites, les limites des compétences de l'équipe. Et aller voir des gens les sachants, on va dire, les ingénieurs qui savent faire, ça permet de se rendre compte des durées, en effet. Parfois de la rigidité du monde industriel, tu en as parlé Rémi, ça, faut le savoir. C'est quand même pas, c'est différent que, c'est pas la station F, on va dire. C'est un autre monde. Donc oui, je dirais le réalisme. Oui, et du coup, un peu pour faire la synthèse sur les deux, je dirais que ça apporte une stimulation aussi à l'équipe d'ingé. Et donc, à la fois, effectivement, on est confronté au monde réel et à la difficulté que c'est d'industrialiser un produit. Et en même temps, il y a des échanges avec des ingés, du coup, mais qui ont déjà fait 15 ou 20 ans là-dedans. Et du coup, ça fait progresser en fait en interne. Et je trouve que ça fait une émulation qui est vraiment saine. Et donc on arrive à de beaux échanges, je trouve, avec ces équipes-là. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe un peu à la dernière phase de cette table ronde. Je vous proposais de reprendre un peu, enfin on va reprendre un peu de hauteur, un peu en hélicoptère, et de vous partager quelques questions. Du coup, je reprends Jérémy, Marius et Alexis. Pour vous, quel est le moment le plus puissant, qui a été le plus puissant, inspirant, émouvant dans votre accompagnement? Et puis du coup, deuxième question qui fera un peu la conclusion de cette table ronde aussi, mais ça, elle sera pour tous. Si vous aviez un cadeau à faire aux auditeurs qui sont dans la salle aujourd'hui
et potentiellement de jeunes entrepreneurs industriels. Si vous aviez un conseil, un mantra, une citation en une phrase, 15 secondes sans explication. Voilà, donc deux pans dans la question pour vous, Jérémy, Marius et Alexis. Donc le moment le plus inspirant, le plus fort, le plus émouvant, ce qui vous a vraiment touché dans votre accompagnement, et puis votre petit mantra, votre petite citation à faire cadeau à la salle et aux auditeurs. Voilà. Alors de notre côté, nous on démarre ce projet d'industrialisation, donc on n'a pas encore atteint de grands objectifs concrets. Par contre, c'est un peu ce que je disais avec l'émulation là. Ce qui est beau à voir, c'est justement que l'équipe Ingé essaie de vraiment progresser fort et qu'on a des échanges en fait sans concession avec l'équipe qui est en face. Et du coup, on n'essaie pas de se mentir les uns les autres et on arrive vraiment à travailler en équipe pour produire quelque chose. Et on n'est pas en train de se dire ce produit va rouler sur tout ce qui existe. Non, il y a des vrais murs et on est tous en train d'essayer de les passer. Et du coup, si je pouvais dire quelque chose qui peut servir aux gens, en fait, c'est d'oser aller toquer à la porte, aller chercher ces gens. Donc aussi bien avec Absolu, on était super content de voir que en fait, Bosch met des ressources à disposition pour que des startups puissent passer ce mur de l'industrialisation. Et là, en fait, de pouvoir avoir accès à des gens qui sont aussi qualifiés, c'est génial. Et donc, il faut oser aller les voir et les voir le plus tôt possible. Parce qu'effectivement, à un moment, ils diront on ne peut pas vous accompagner maintenant. Par contre, si vous passez telle et telle étape, dans 2 ans, vous serez prêt, quoi. Donc voilà, merci en tout cas à eux de faire ces efforts-là. Donc, je vais vous partager un ou deux moments, mais mon point de vue d'entrepreneur. Donc, c'est pas que industriel, parce que c'est évidemment une chose vachement importante dans une boîte industrielle, mais c'est avant tout une boîte. Et donc, il y a évidemment d'autres sujets. Je dirais le début d'une boîte industrielle, ou en tout cas avec une composante industrielle, c'est extrêmement difficile. Vous le savez, je pense, mais l'espèce de combo entre il vous faut beaucoup d'argent pour développer votre produit, c'est très difficile de lever de l'argent parce que c'est difficile de le vendre, ou d'avoir de l'attraction commerciale avant d'avoir votre produit. Vous avez une espèce de serpent qui se mord la queue. Et donc ce truc-là, le Marc Simoncini appelle ça la vallée de la mort. Donc ça porte assez bien son nom. Et donc quand vous avez réussi à la traverser, ou que vous sentez que vous êtes en train de la traverser, il y a une espèce de félicité qui est assez sympa. Donc je dirais que ça, c'est le truc assez émouvant. Et après, sur la partie plus technique, moi, je suis moins jeune que Marius, mais je ne connaissais pas du tout l'industrie. Et de travailler avec des gens, des vrais ingénieurs, entre guillemets, parce que je travaillais qu'avec des gens du software jusqu'à présent. C'est une autre manière de voir les choses et de travailler avec des gens de 50, 55 ans qui ont une riche carrière dans l'industrie. C'est des gens qu'on ne voit pas beaucoup en fait. Quand on est dans un peu les cercles de start-up software parisiens, on n'est qu'avec des jeunes et des trucs comme ça, ou des financiers. Et donc c'est des gens riches et très intéressants. Et pareil dans les usines, moi j'adore les usines. Et donc à chaque fois aller visiter les usines, rencontrer les gens et tout, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'occasion de voir dans l'espèce de microcosme parisien. Donc un vrai plaisir et beaucoup d'émotions à chaque fois. Moi, un moment marquant, je pense que ce sera le matin où j'ai pris mon petit train pour Lyon et que je suis reparti avec le premier prototype coquet The Phone dans le sac à dos. Là, j'étais quand même très content et on l'était tous d'ailleurs. Et pour la partie conseil, je pense que je vais attendre 2-3 ans avant de commencer à en donner. On verra si dans 2-3 ans le projet a réussi. Peut-être que je reviendrai et que j'en donnerai. Voilà. Et ton petit conseil? Oui, c'est ce que je disais. Là, on va lancer les précommandes dans 3 semaines, donc je ne me sentirai pas d'en donner maintenant. Je touche du bois, je ne vais pas me porter l'œil. Voilà. Merci. Et du coup, Grégory et Rémi, en réponse à ça, quelle est un peu l'entreprise, le projet industriel ou la personne porteuse du projet industriel que vous avez accompagné, qui vous a le plus inspiré, touché? Si vous avez un petit moment à nous partager, et pourquoi en un mot? Et puis pareil, votre petit mantra, votre petite recommandation en un mot. Alors en choisir un, c'est difficile parce que on en fait à peu près 30 par an. Donc voilà, ça fait 5 ans qu'on existe. Donc il y en a pas mal et des très beaux.
je vais peut-être pas donner un projet, je vais donner une caractéristique de projet. Moi, j'aime les projets qui apportent, dont la technique disparaît au service d'une cause importante, et on en a pas mal. Typiquement, le fait de désintoxiquer les jeunes, on s'en rend pas compte. En fait, c'est des sujets, on s'en rend pas compte, mais au numérique, à l'internet, à toutes ces choses-là qui ne sont pas assez matures, c'est des projets qui font sens. On fait des projets dans l'agriculture, sur le fait de ramener de l'agriculture et de la souveraineté agricole. On fait des projets dans la santé qui amènent, et à chaque fois je dis la plus belle technique, c'est celle qui ne se voit pas. Et ça, c'est les projets qui me plaisent, où on n'a pas une notice, où on n'a pas... Voilà, c'est intuitif ça. Et sinon, le mantra, ce que je voudrais dire, c'est que on parle de beaucoup d'industries, de choses comme ça, mais le plus important, c'est en innovation, pour en avoir côtoyé des porteurs de projets, c'est une aventure humaine. Et en fait, quand vous cherchez un partenaire ou quelqu'un d'autre, c'est nous, oui, ok, on va faire des protos, mais en fait, je pense qu'on devient tiers de confiance. Et en fait, quand ce lien il est connecté et que la confiance elle est établie, c'est là que ça marche. Parce que comme on a confiance, on ne va pas se dire les choses différemment. Donc, vivre une innovation industrielle, c'est vivre une aventure humaine et se faire accompagner, essayer de tisser le lien de confiance avec votre partenaire, parce que quand ça marche, ça fait les belles histoires. Mon conseil, trouver des gens de confiance. Alors, je peux que souligner ce qui est dit sur le partenariat, sur la relation de confiance. Et quand on a vraiment le Scala sur le barbecue, le chef de projet, on a l'impression que c'est sa boîte, quoi. Quand il bosse dessus, il est tellement à fond. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de sympa. Une autre petite anecdote, une rencontre, alors c'est pas quelqu'un avec qui on a fait... qu'on a accompagné après, mais c'est un jour une personne qui vient me chercher, qui me dit Greg, à l'accueil, il y a un papy à l'accueil qui veut te voir. Et j'y arrive, il y a vraiment un papy à l'accueil qui doit avoir au moins 70 ans, avec un article de journal, puis qui me dit c'est vous. Et c'était au début de lancement d'Absolu, où il y avait un article où on parlait d'Absolu. Et c'est un papy qui a passé toute sa vie à créer des trucs. Et il me dit j'ai une idée, là, ça fait 10 ans que je travaille dessus, j'ai des plans, je voudrais que vous le fassiez. Et alors, je ne parlerai pas du projet, j'ai signé un NDA quand même, mais j'ai trouvé ça génial, quoi. Je me suis dit, mais on peut être créateur toute sa vie, on peut être innovateur toute sa vie, avoir des rêves. Et ce sera ma conclusion et le conseil, c'est vivez vos rêves, mais vivez-les pas seuls. Eh ben merci. Je n'ai plus rien ajouté. Enfin, voilà, tiers de confiance, le rêve, l'intuition, c'est un peu les mots-clés sur lequel j'ai envie qu'on conclue cette table ronde. Du coup, il nous reste peut-être 2 minutes à peine. Si vous avez des questions dans la salle à poser à nos intervenants, écoutez, c'est le moment. Pas tous en même temps, hein. C'est toujours la première qui coûte. Non. Si vous le souhaitez, on va conclure. Donc on conclut cette table ronde. Déjà, un très grand merci donc à vous 5 d'avoir accepté de témoigner à nos côtés. Moi, je suis vraiment ravie, au nom du collectif Startup Industriel France, d'avoir pu, en tout cas, préparer avec vous et échanger sur ce moment. Je trouve que il y a vraiment de très belles choses qui ont été échangées. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon salon. Je vous donne rendez-vous si vous voulez échanger. Les intervenants sont encore là en one-to-one. Et maintenant, je passe la suite à la prochaine table ronde. Merci à tous, en tout cas.